L'honneur ou la lourde tâche, je ne sais pas, de commencer par la première présentation, qui sera relative à l'organisation du sport en France. Cette présentation m'a été à l'origine proposée sur 1 heure, elle a été réduite à une demi-heure. Si je dois être honnête avec vous, je pense qu'il était possible de faire un colloque sur la question, très certainement. Donc du coup je ferai 5 heures. Non, du coup je resterai sur la demi-heure, tout sous les yeux, donc il risque d'y avoir des petits problèmes de transition. Donc voilà, l'objectif de cette présentation, c'est d'opérer une présentation globale du cadre du mouvement sportif. Donc je ne rentrerai peut-être pas dans tous les détails qui ont été envisagés dans le programme. J'en suis désolé si je ne réponds pas à toutes vos questions, mais on va envisager les grands axes, je crois que voilà. Donc il va y avoir la présentation de l'organisation générale. On va parler des associations sportives. Quand je parle d'associations sportives dans cette présentation, je vise le niveau local. Je parle des clubs notamment, puisque quand je parle des fédérations sportives, juridiquement parlant, je vais aussi parler d'associations. Donc la différenciation, là, la terminologie utilisée dans la présentation, je crois dans l'intégralité de la présentation, quand il sera question d'associations sportives, je parlerai du niveau local. En troisième temps, on parlera des fédérations sportives nationales, agréées, délégataires. Et enfin, il y aura une petite slide à la fin sur le CNOSF. Donc la première partie concerne l'organisation du sport en France. À titre introductif, je voulais rappeler quelles étaient les 4 grandes familles d'acteurs au niveau du mouvement sportif français. Le premier, évidemment, premier acteur principal du mouvement sportif, c'est l'État. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais à travers notamment toute son histoire, notamment la création d'un ministre chargé des sports à l'initiative du général de Gaulle. Ensuite, le mouvement sportif. Ce que j'entends par un mouvement sportif, je vise bien évidemment les licenciés. Si je m'arrête sur les chiffres du ministère des Sports, on est environ à 15,5-16 millions, selon les chiffres, de licenciés en France. 2 à 3 millions de bénévoles, ce qui est absolument énorme. Si on réfléchit rapidement en termes de chiffres, ça représente quasiment un quart de la population française qui fait partie du mouvement sportif. Et on est à 167 000, 168 000 associations sportives affiliées à une fédération sportive. Les collectivités territoriales, et plus particulièrement, ça vous concerne directement le niveau local, donc les communes et l'intercommunalité. Et enfin, j'ai cité aussi les entreprises privées. Là, on est plus sur une logique de financement, d'investissement, de mécénat, que ce soit pour le sport amateur ou le sport professionnel. Donc, à l'origine, j'avais fait un petit schéma avec PowerPoint, et en fait, ce schéma démontrait mon incompétence à l'utilisation de cet outil, puisque j'avais fait des petits ronds et des petits carrés qui étaient extrêmement laids. Donc je me suis permis de reprendre l'organigramme qui était disponible sur le site du ministère des Sports. Donc je me dégagerai de toute responsabilité concernant l'appellation Conseil général et non Conseil départemental qui est retenu au niveau départemental. Bravo. Voilà. Je rejette la responsabilité, donc responsabilité de l'État en la matière. Donc, blague à part, cet organigramme est extrêmement complet et extrêmement précis. Donc voilà, on peut faire un découpage de l'international au niveau local, avec au niveau international 3 grandes organisations qui sont l'AMA, donc l'Agence mondiale antidopage, l'UNESCO et le tribunal arbitral du sport, qui est donc la dernière juridiction au niveau international en matière sportive, qui fonctionne par le biais de l'arbitrage. Et si on rentre dans le mouvement sportif pur et dur, on trouve des fédérations internationales, comme la FIFA par exemple. Je ne sais pas pourquoi tout le monde rigole, mais... Le CIO, donc Comité international olympique, et après donc tout ce qui est IPC, INAS, ICSD, c'est tout ce qui va concerner sport et handicap au niveau international, notamment les Jeux paralympiques. Au niveau européen, on retrouve des fédérations européennes, ne riez pas, il y a par exemple l'UEFA, le Comité olympique européen, et après, hors mouvement sportif, mais extrêmement impliqué évidemment, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, c'est surtout à travers la question de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe a été très impliqué à l'origine sur les questions de dopage, et notamment sur la lutte contre les violences entre supporters et le hooliganisme. Au niveau national, on retrouve bien évidemment les fédérations, agréées ou délégataires comme on va le voir, les ligues professionnelles qui sont liées à ces fédérations, puisqu'elles font l'objet d'une délégation pour la compétence de l'organisation d'un championnat professionnel, le CNOSF, et puis après, sur la droite, plutôt toute la partie étatique, avec notamment le ministère chargé des sports, et tout à fait à droite, vous avez les partenaires sociaux et économiques, comme le Cosmos. Donc voilà, au niveau régional départemental, pour présenter de manière succincte, on retrouve le même schéma sur les 2 niveaux, avec des ligues et comités régionaux ou départementaux, le CROSS, le CDOS, et après les services de l'État.
Et enfin, au niveau local, donc les clubs professionnels, les clubs amateurs et les communes. Donc voilà pour cette présentation, qui est, comme je vous le dis, encore une fois, relativement complète. On va donc commencer par parler des associations sportives. Donc le mouvement sportif est reconnu comme étant le secteur où la forme associative est la plus utilisée. Donc là, entre parenthèses, je vous vise entre 150 et 180 000 associations sportives. Ça dépend des résultats, enfin des méthodes de calcul, des études. Puisque je vous ai dit en introduction, le ministère des Sports nous parle de 167 600, je crois, associations sportives affiliées à une fédération. Si vous prenez les associations sportives ou les clubs non affiliés, vous arrivez à un chiffre qui frôle les 180 000. Donc les associations sportives, j'ai indiqué règles de base, puisqu'elles ont beau être sportives, elles restent avant tout des associations. Elles sont donc soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Je vous ai indiqué entre parenthèses une liberté fondamentale qui est la liberté d'association, qui, pour ceux qui se sont intéressés par le droit, je ne sais pas si vous êtes nombreux, mais est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Donc, pour faire simple, pour les non-juristes, c'est très important. La création d'une association, en application de ce principe de liberté d'association, ne nécessite pas d'autorisation préalable. Et la personnalité juridique de l'association résulte du simple dépôt de ses statuts, notamment en préfecture, et de sa déclaration. Donc les grands principes, j'ai repris l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, qui nous dit, je cite, « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes », j'insiste sur le 2, puisque j'ai déjà eu des discussions avec des personnes du mouvement sportif qui n'ont pas conscience que simplement 2 personnes peuvent créer une association. On n'est pas obligé d'être une dizaine et d'avoir déjà dans l'idée d'avoir un trésorier ou autre. 2 personnes suffisent à la création d'une association. D'une façon permanente, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Donc j'ai noté trois grands principes qui sont la liberté statutaire, l'association est un contrat, l'absence de partage des bénéfices, l'Assemblée générale reste souveraine. J'attire votre attention, là c'est plutôt au niveau du langage qui est employé. Généralement quand on parle d'association, on pense tout de suite à une structure. L'association, dans l'esprit des gens, ça reste une structure. Juridiquement parlant, avant tout, c'est un contrat. C'est le fait de s'associer, l'association. Voilà. Cependant, on reste face à des associations sportives qui sont donc dans un environnement juridique particulier. Je vous disais, il y a des règles de base qu'on retrouve dans la loi de 1901 et on retrouve des règles spécifiques qui ont vocation à s'appliquer aux associations sportives. Parmi ces règles, on retrouve les règles fédérales, nationales, internationales qui vont impacter directement les associations sportives. J'ai mis un petit tiret association sportive, société sportive professionnelle. Ici, je vise les dispositions du Code du sport. En fait, dans le cadre du sport professionnel, lorsqu'une association, vous vous trouvez dans pas mal de ligues professionnelles, des clubs qui sont encore sous forme d'association, mais lorsqu'un certain seuil, notamment en termes de masse salariale, est dépassé, l'association sportive a l'obligation de créer une société sportive professionnelle. Donc là, voilà, ça vient impacter directement la vie de l'association. Je vous ai indiqué les différents types de sociétés qu'on retrouve dans le monde sportif. Et enfin, des règles qui sont relatives à l'agrément jeunesse et sport, ou par exemple relatives au centre de formation. J'ai volontairement exclu d'autres types d'agréments qui peuvent être en rapport avec l'environnement ou le tourisme, qui peuvent aussi concerner les associations sportives, mais qui ne sont pas directement liés au sport, mais qui peuvent présenter un intérêt pour certaines associations sportives. Allez-y. Donc je vous parlais de l'agrément jeunesse et sport. Donc je vais vous donner quelques indications et parler un petit peu de cet agrément, qui concerne à la fois les associations sportives et les fédérations. Donc dans l'absolu, cet agrément jeunesse et sport n'est pas obligatoire, mais il est obligatoire pour une association sportive si celle-ci veut prétendre aux aides de l'État. Donc j'indique entre parenthèses, pas pour les collectivités locales, puisque à la lettre du texte, l'agrément jeunesse et sport vise les aides de l'État et ne fait pas de cet agrément une condition sine qua non pour qu'une association permette, attendez, je me perds dans mes propos. C'est une obligation pour l'association d'avoir l'agrément jeunesse et sport si elle veut avoir des aides de l'État. Ce n'est pas une obligation si elle veut avoir des aides des collectivités. Cependant, principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci peuvent tout à fait décider d'imposer l'agrément jeunesse et sport à une association pour lui donner des aides. Donc pour obtenir l'agrément jeunesse et sport, l'association sportive a des obligations, notamment statutaires, à respecter. Et il est possible pour l'autorité administrative, si ces obligations ne sont pas respectées, de retirer cet agrément jeunesse et sport. Pour aller un peu plus dans le détail, les dispositions statutaires obligatoires sont relatives à l'organisation
de l'association, à la gestion de l'association. C'est toujours étrange de le dire, mais aussi à la place des femmes laissées dans l'association. Relative aussi aux procédures disciplinaires et à l'absence de toute discrimination. Enfin, j'ai indiqué un dernier petit point, c'est que dès qu'une association sportive est affiliée à une fédération qui bénéficie de l'agrément jeunesse et sport, elle bénéficie, entre guillemets, par ricochet de cet agrément. Donc voilà, petite présentation rapide sur les associations sportives. Là, encore une fois, je vous parlais surtout du niveau local. On va passer aux fédérations sportives nationales, et comme je vais vous le dire à mon avis, je crois, dès la première slide, voilà, on se retrouve en face, là aussi, d'associations sportives, puisqu'elles ont aussi, en règle de base, elles se retrouvent soumises à la loi de 1901. Donc là, je vous rappelle que les fédérations sont des associations et pas des sociétés, puisque je le retrouve encore quelques fois dans des discussions. Ça ne paraît pas clair pour tout le monde, mais les fédérations sont des associations loi 1901. Elles sont, elles aussi, soumises à des règles particulières, notamment des règles issues des fédérations internationales. Je ne vous apprends rien, notamment au niveau des règles techniques, que ce soit pour les délimitations d'un terrain. Je pense qu'en tant qu'élu, vous êtes soumis à ces problématiques. Moi, je suis pratiquant de basket, donc les changements de règles ont impacté aussi les équipements sportifs, à ce niveau-là. Donc voilà, ça vient généralement du niveau international pour revenir au niveau des fédérations nationales et impacter directement le niveau local et les collectivités. Et ensuite, on a des règles relatives à la reconnaissance d'utilité publique. Donc ici, c'est possible pour les associations qui poursuivent un but d'intérêt général, ce qui est généralement le cas des fédérations, puisqu'elles ont une mission de service public qui peut leur être déléguée, ou elles participent à une mission de service public dans le cadre d'un agrément. Donc voilà, et donc, comme je vous le disais, agrément, délégation, on va en parler. Ici, ce sont c'est deux manières de différencier les fédérations sportives nationales. Donc, on parlait de l'agrément. Aujourd'hui, je vais vous développer un peu plus cette idée après. Il y a 111 fédérations sportives agréées en France. Donc, agréées, ça sous-entend qu'elles participent à l'exécution d'une mission de service public. L'agrément a une durée illimitée. Alors, durée illimitée, ça ne veut pas dire que la fédération va avoir cet agrément à vie, puisqu'il est possible pour l'administration de retirer l'agrément selon certaines conditions. Donc, parmi ces 111 fédérations, on retrouve 87 fédérations unisport, dont 31 olympiques, et 24 multisports, ce qu'on appelle généralement des fédérations affinitaires. Et une même discipline peut être organisée par plusieurs fédérations agréées différentes. Ça va être le cas dans certains sports de combat ou les arts martiaux notamment, ce qui ne peut pas être le cas pour une fédération délégataire, comme on va le voir, enfin, qui bénéficie de la délégation. Elle a une situation de monopole dans l'organisation des compétitions et dans la gestion de ce sport. Donc, il existe un niveau de reconnaissance supérieur pour les fédérations, comme je viens de vous le dire, qui est la délégation. Elle, sa durée n'est pas illimitée, elle est limitée à 4 ans. Aujourd'hui, selon les chiffres que j'ai récupérés hier soir sur le site du ministère, 78 fédérations sont délégataires, et, comme je vous le disais à l'instant, il y a une seule fédération délégataire par discipline. Pour rentrer un peu plus dans le détail de l'agrément et de la délégation, si une fédération sportive veut bénéficier de l'agrément ministériel, elle est obligée de respecter un certain nombre d'exigences qui sont données par le Code du sport. La première, qui est évidente, elle doit organiser une discipline sportive. Et ça fait partie des textes, mais c'est une évidence. En deuxième point, on peut noter les dispositions statutaires obligatoires. Alors ici, c'est une modification qui date d'un décret de 2004, en fait, qui fait suite aux États généraux du sport de 2002, puisqu'avant 2004, avant la codification du décret dans le Code du sport, il était prévu des statuts types pour les fédérations, ce qui est différent des dispositions statutaires obligatoires, puisque quand vous avez des statuts types, en gros, pour obtenir l'agrément, vous devez faire un copier-coller de ce que vous dit le texte. Si vous faites un copier-coller, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai donné au début, ce qui est la liberté d'association. Si vous n'êtes pas libre de prévoir les statuts que vous voulez, ça remet un peu en cause cette liberté. Les dispositions statutaires obligatoires, c'est différent, puisque là, on vous impose certaines dispositions, et autour de ces dispositions, vous vous organisez comme vous le souhaitez. L'obligation aussi de respecter le règlement disciplinaire type ou antidopage, donc là c'est pareil, c'est prévu par le Code du sport. Vous devez respecter la procédure disciplinaire prévue par les textes réglementaires, avoir une charte éthique, avoir 3 ans d'existence, ça c'est en principe il y a quelques exceptions, mais on ne va pas revenir dessus ici, et ici avoir aussi quelques structures administratives et techniques imposées par le code du sport. Les conditions pour obtenir la délégation. Visuellement, on a l'impression qu'il y en a moins parce que j'ai que 3 tirets.
mais le premier, c'est être agréé. Donc il faut absolument respecter tout ce que je vous ai donné juste avant, si vous voulez, si vous voulez, c'est un vous de circonstance, parce que personne ici sera un jour une fédération délégataire, évidemment. Mais donc si une fédération veut obtenir la délégation, elle doit être agréée, donc respecter les conditions que je vous ai données juste avant. La délégation est donnée après avis du CNOSF, et encore une fois, je le martèle, une seule fédération peut être délégataire dans chaque discipline. Pour parler des missions de manière assez générale des fédérations sportives nationales, les fédérations sportives ont une mission générale de gestion de la discipline concernée. Donc ces missions, ça va être le développement de la pratique, l'organisation des compétitions, l'édiction des règlements, donc là encore une fois avec sous influence des fédérations internationales notamment, la gestion du sport de haut niveau. J'ai mis entre parenthèses le sport professionnel, que je fais rentrer dans ce cadre-là, mais quand je parle de sport de haut niveau, je parle aussi des sportifs qui peuvent être complètement amateurs. L'inscription, quand on parle de fédération délégataire notamment, l'inscription des sportifs de haut niveau sur les listes, ou les espoirs, ou encore les partenaires d'entraînement. Et enfin, une mission de contrôle et de sanction, là on est sur le pouvoir disciplinaire. De manière assez large, ça peut aussi concerner les ligues professionnelles sur le contrôle de gestion des clubs et le pouvoir disciplinaire sur les licenciés. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur cette situation de monopole des fédérations délégataires, j'ai noté quelques points essentiels qui sont en rapport avec cette situation de monopole. Si on prend l'exemple de la Fédération française de football, par exemple, celle-ci est la seule compétente pour organiser des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Alors, petite parenthèse, je parle d'organisation de compétition. Il n'est pas impossible pour un organisateur privé d'organiser une manifestation de football ou de basketball. Il y a juste des conditions à respecter, notamment, puisqu'on est face à une fédération délégataire, il faudra généralement obtenir l'autorisation de la fédération pour organiser cette compétition, si celle-ci est ouverte aux licenciés notamment. Les fédérations délégataires ont également le monopole pour procéder aux sélections des équipes nationales. Je vous parlais du sport de haut niveau, donc là ça se traduit au niveau des fédérations délégataires comme ici le monopole aussi pour proposer l'inscription au ministère sur la liste des sportifs de haut niveau, espoirs ou partenaires d'entraînement. Et enfin, là c'est plus terminologique, mais seules les fédérations délégataires peuvent s'appeler fédération française ou fédération nationale de. Peu importe le sport, c'est réservé aux fédérations délégataires et c'est pareil pour les équipes de France 2 ou ce genre de choses. Là on est revenu en arrière, mais je veux bien vous le répéter si vous voulez. Donc les missions... Là on peut répéter, non. Oui aussi j'ai oublié de vous parler du pouvoir disciplinaire, donc là je l'ai un peu écarté de la slide précédente parce que je parle aussi des fédérations agréées dont je vous ai parlé juste avant. Donc les fédérations ont un pouvoir disciplinaire à l'encontre des clubs affiliés, des sociétés sportives, donc là quand on se rapproche du sport professionnel, et des licenciés. En matière de disciplinaire, on a des règles de procédure à respecter qui sont en rapport direct avec les droits de la défense notamment, où on se retrouve proche de principes qu'on applique en droit pénal. Le principe de double degré de juridiction, si j'ose dire, avec un organe de première instance qui peut donner une sanction au niveau local, et puis après un appel possible toujours au sein de la fédération. Ce pouvoir disciplinaire peut être délégué dans le cadre du sport professionnel à une ligue professionnelle. Je pense que si vous vous intéressez tous au sport professionnel, des sanctions qui sont prises à l'encontre d'un sportif professionnel ou d'un entraîneur, généralement sont prises par la commission juridique de la ligue de football ou de la ligue nationale de basketball. Ça, c'est une compétence de la ligue professionnelle qui est déléguée par la fédération. Cependant, l'appel de ce type de décision relève toujours de la compétence de la fédération délégataire. Ensuite, dernier point sur la contestation des décisions. Si, en tant que licencié, vous faites l'objet d'une sanction par une fédération délégataire ou agréée, vous pouvez, après la première instance, aller devant la chambre d'appel de la fédération, et une fois que vous voulez, si vous voulez encore contester cette décision, vous allez devant le comité national olympique, qui, lui, a une mission de conciliation. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous vous retrouvez donc devant le juge. Et ici, il y a une différence importante. En présence d'une fédération délégataire, la décision disciplinaire ne peut être contestée que devant le juge administratif, puisque la délégation est une délégation de mission de service public. Et donc la fédération, lorsqu'elle prend une décision disciplinaire, elle exerce des prérogatives de puissance publique. Donc, compétence du juge administratif. Et si vous êtes en face d'une décision qui est prise par une fédération agréée, ici, vous êtes face à ce qu'on appelle un acte de droit privé, et donc qui relève de la compétence du tribunal de grande instance. Les membres des fédérations sportives nationales. Les principaux membres pour toutes les fédérations sont les associations sportives. Donc là, on est au niveau local. Chaque association sportive affiliée est membre de la fédération.
J'ai noté quelques membres optionnels, j'ai pas fait de liste exhaustive, mais on a par exemple les personnes physiques directement licenciées auprès de la fédération. Ça peut être le cas dans certains sports. J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça en conseil, dans le cadre de la Fédération française de triathlon, les arbitres peuvent être directement licenciés auprès de la fédération. Et ça peut être le cas aussi des sociétés sportives qui peuvent être donc membres d'une fédération. J'ai mis attention en gras, et je l'ai souligné, j'espère que ça a attiré votre attention dès que la slide est apparue, sinon c'est que je n'ai pas bien fait mon travail. Attention au cas des comités régionaux et départementaux. Ils ne sont pas membres de la fédération. Ça a tendance à être méconnu, ou parfois, j'en parlais avec Didier avant d'arriver justement, méconnu ou oublié par les ligues et comités. Ils ne sont pas membres de la fédération. Je ne vais pas vous faire un cours sur la différence entre décentralisation et déconcentration, mais les comités, ligues, départementaux, régionaux, sont des organes déconcentrés des fédérations sportives. Ils sont créés par la fédération, ce sont des associations de loi 1901 également, mais ils sont créés par la fédération, donc ils ne sont pas membres, ils sont littéralement la fédération, juste à un niveau déconcentré. Ensuite, j'ai séparé les licenciés, puisqu'en principe, les licenciés ne sont pas membres de la fédération. Je vous dis en principe, puisque juste avant, je vous ai dit que les licenciés qui étaient directement licenciés auprès de la fédération étaient membres. La licence, rapidement pour parler de cette question, c'est un titre qui matérialise le lien juridique entre l'association et la fédération. Oui, juste parenthèse, je vous dis qu'ils ne sont pas membres de la fédération, mais un licencié, généralement, est membre de l'association sportive à laquelle il est affilié. Et c'est l'association qui est membre de la fédération après. Et après, il y a un lien juridique entre le licencié et la fédération, qui est cette licence, qui donc ouvre le droit de participer aux activités sportives qui se rapportent à la fédération concernée. Et les licences sont généralement délivrées par l'intermédiaire des associations sportives, donc je vous dis qui, elles, sont membres de la fédération, auxquelles ils adhèrent. Et enfin, pour terminer, très rapidement, une petite présentation très succincte du CNOSF aussi, qui est un acteur majeur dans l'organisation du sport en France. Voilà, c'est la fédération des fédérations, ça me paraissait être le terme qui définissait mieux le CNOSF, et je ne pense pas m'écarter vraiment de l'idée. C'est encore, aux surprises, une association de loi de 1901. Parmi ses membres, on trouve des fédérations sportives, olympiques ou non, et des personnes physiques. Et donc, rapidement, sur les deux derniers tirés, je vous indique les différentes missions, c'est pas exhaustif encore une fois, du CNO. D'abord des missions olympiques, et aussi des missions non olympiques. Donc, parmi les missions olympiques, il y a propager, comme je vous l'ai mis, les principes de l'olympisme, gérer la délégation française aux Jeux Olympiques, s'occuper du dépôt de candidature des villes candidates aux Jeux Olympiques, et ça aussi c'est un truc qui peut être intéressant, la protection de la marque, parce qu'en fait le terme olympique est une marque déposée, donc il est absolument impossible d'utiliser ce terme en dehors du comité olympique. Donc il y a évidemment quelques exceptions qui vous viennent à l'esprit si on parle de l'Olympique de Marseille par exemple ou de l'Olympique Lyonnais, mais là c'est plutôt admis par le côté historique de la chose. Mais maintenant il est absolument impossible pour une entreprise d'utiliser le terme olympique, olympiade ou autre sans se retrouver, pas poursuivi, mais souvent poursuivi effectivement parce que bon, mais vous avez plein d'exemples. Le comité, petite parenthèse, le comité olympique est très très efficace à ce niveau-là, au niveau international aussi, ont des systèmes informatiques très efficaces, ils identifient rapidement les publicités, voilà, sur les anneaux également, sur l'image. Et enfin, je l'ai plus sous les yeux, mais il y avait des missions non olympiques que j'ai visées notamment, donc c'est le principal interlocuteur avec les pouvoirs publics. Et également, je vous l'ai dit aussi, qu'il y a une mission de conciliation dans le cadre du pouvoir disciplinaire des fédérations. Donc voilà, c'est assez succinct. Encore une fois, on aurait pu beaucoup plus développer certaines questions. Je vous aurais tous perdu rapidement. J'aurais été extrêmement déçu. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation de ce colloque.